Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour ce petit retard dû à quelques petits soucis informatiques. Je suis le docteur Claude Enga. Je suis ravi de vous accueillir ce soir dans le cadre de ce nouveau rendez-vous du trimestriel des urgences. Merci à vous qui avez fait le déplacement et qui êtes nombreux ici présents en salle. Merci également à tous ceux qui nous suivent en ligne derrière leur écran. Ce soir, nous affrontons un thème très important. Il s'agit de la prise en charge de la dyspnée aiguë de l'enfant. C'est une problématique qui nous intéresse un peu tous, hein, médecins, urgentistes, pédiatres. D'ailleurs, on voit une bonne activité au niveau de la salle. Les causes de ce symptôme peuvent être multiples, notamment la crise d'asthme, la bronchiolite, l'inhalation de corps étranger. Pour nous éclairer sur cette thématique, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le docteur Genst, qui est pédiatre intensiviste CHC Montlégia, qui a accepté avec beaucoup de plaisir notre invitation. Et donc, nous l'en remercions. Sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Mais avant, j'aimerais vous signaler que vous êtes tenu d'envoyer vos noms et prénoms via la messagerie interne de l'application pour ce qui est accréditation INAMI et reconnaissance des heures de formation continue. Donc voilà, je passe la parole à Thomas pour sa présentation. Merci. Normalement, le micro fonctionne. Bonjour à tous. Je suis le docteur Dingst, pédiatre intensiviste donc au CHC Montlégia. Merci à Claude de m'avoir invité pour vous présenter un petit sujet, les dyspnées chez l'enfant. Alors, moi, je suis plutôt intensiviste au départ et du coup, je fais un peu d'urgence, mais voilà, je vais essayer de vous faire un truc assez pratique. De ce que j'ai cru comprendre, c'est surtout des urgentistes, enfin, que ce soit médical ou paramédical, infirmiers ou infirmiers pédiatriques et pédiatres qui sont là, et aussi sur le SMUR. Donc, on va aborder différentes choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je m'arrêterai pendant s'il faut. Et voilà. Donc, face à un enfant en dyspnée, on va couvrir trois choses principalement. Tout d'abord, essayer de reconnaître vraiment la détresse respiratoire et pouvoir apprécier un niveau de gravité. Et en fonction de ce niveau de gravité, donner et administrer des traitements urgents. Quels sont les premiers gestes à faire chez un enfant qui est en détresse respiratoire grave? On verra la définition de l'insuffisance respiratoire aiguë, compensée, décompensée et les gestes qu'il y a à faire. Ensuite, on essaiera de préciser la localisation anatomique en fonction de la sémiologie, comment l'enfant va arriver, un stridor, un wheezing, qu'est-ce que ça fait penser à quoi et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme diagnostic et ensuite poser un traitement étiologique. Je vais d'abord commencer par une petite aparté qui sont les particularités vraiment anatomiques et physiologiques de l'enfant, peut-être encore plus du nourrisson que l'enfant, qui vont vous permettre de pouvoir adapter aussi ce que vous allez faire chez l'enfant, chez le nouveau-né, à contrario de ce qu'on fait plus chez l'adulte, on va dire. Tout d'abord, les voies aériennes, les nourrissons, les petits, ont une grosse langue, ils respirent principalement et uniquement par le nez. Donc, on sait qu'un nez obstrué avec une filière nasale étroite, ça peut créer des détresses respiratoires chez le nouveau-né. Donc, vous avez un nouveau-né de moins de 3 mois qui se présente avec une détresse respiratoire, ça vaut la peine de lui faire un bon soin de nez en salle d'urgence. D'accord? Et ça, ou que ce soit même si vous intervenez en équipe SMUR, lui faire un bon soin de nez, essayer de le dégager, ça peut, des fois, ça peut vraiment bien les aider. Donc, c'était plus pour l'enfant de moins de 3 mois. Évidemment, l'enfant d'1 an, il sait respirer par la bouche, mais à ce moment-là, il aura d'autres symptômes. Il aura peut-être le nez bouché, il sera haletant et vous pourrez détecter d'autres signes de détresse respiratoire. Pour ce qui est plus de l'expérimenté et dans le plus avancé, il faut toujours faire attention chez l'enfant de moins de 2 ans. Il a une épiglotte longue, rigide et une glotte plus haute et plus antérieure. Et donc, l'intubation peut être parfois plus délicate. Il faut le savoir. Il faut peut-être pas toujours s'aventurer dans des intubations comme ça. Peut-être avoir des gens plus expérimentés, avoir un anesthésiste sous la main, avoir des plans de backup et savoir exactement quelle séquence d'intubation on aura pour certaines situations. Dernière chose, le nouveau-né et le nourrisson a une grosse tête et un occiput assez proéminent. Et donc,
Ça, pour ceux qui ont fait les PALS, pour ceux qui ont fait un EPILS ou le BLS, eh ben, la position neutre de la tête, c'est important pour libérer les voies aériennes. Si vous partez en hyperextension, elles vont se collaber. Et si vous les laissez juste à plat sur le sol avec la position neutre, des fois, ça peut même suffire à ce que la tête soit pliée. On voit ici, il y a le petit coussin sous les épaules. Ça permet vraiment de garder une position un peu plus en position neutre. Vous voyez que si l'enfant, je le laisse coucher comme ici, eh ben, il a sa tête qui se plie, et ben, forcément, les voies aériennes ici se fléchissent. On ne va pas faire des trous dans les sols des maisons quand on arrive, mais on peut mettre un petit rouleau sous les épaules pour le mettre plus facilement en position neutre s'il a vraiment des grosses difficultés. Et si on veut libérer les voies aériennes. La deuxième chose, deuxième particularité physiologique chez l'enfant, qui font que la détresse respiratoire est souvent plus marquée et plus impressionnante. Quand on voit un enfant qui arrive en détresse respiratoire, c'est parce que il a des muscles accessoires qui sont moins développés, il a une cage thoracique qui est plus compliante et donc qui va plus marquer quand on va faire des efforts plus importants. On a une pression intra-abdominale plus élevée et donc qui va aussi gêner plus à la mécanique respiratoire. Il a déjà à la base une fréquence respiratoire élevée et donc il va encore plus l'augmenter et la détresse respiratoire sera plus marquée. Il a aussi un faible calibre des voies aériennes, donc la résistance va être déjà plus augmentée chez un enfant. Et alors, c'est la loi de Poiseuille, je vous laisserai faire de la physique après. Au plus ça diminue, au plus la résistance augmente. Voilà. Et alors, dernière chose, le larynx et la trachée sont aussi plus compliants, donc plus facilement des collapsus sur des grosses détresses respiratoires, ce qui va encore plus aggraver la détresse respiratoire. Et tout ça peut aussi entraîner une décompensation un petit peu plus précoce. Voilà pour les deux petits éléments d'introduction. Donc, on va essayer de passer maintenant dans le vif du sujet, pardon. Tout d'abord, reconnaître la détresse respiratoire et apprécier son niveau de gravité. Et avec ça, on va essayer d'avoir un traitement urgent et pouvoir essayer d'agir. Vous connaissez peut-être tous le RC. Certains d'entre vous, sûrement, ont fait l'ALS, ont fait les PALS, ont fait les PILS éventuellement si vous êtes infirmier. Moi, je trouve que c'est une bonne manière de pouvoir se dire l'enfant est gravement malade ou bien il n'est pas gravement malade. Ce que l'ERC utilise, en tout cas dans les PALS, c'est tout d'abord une approche qui est le quick look. Je vais m'approcher de l'enfant et je vais évaluer les trois premières choses. CRC, le comportement, la respiration et la couleur. En anglais, c'est BBB, mais on va rester en français. D'abord, le comportement. Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est conscient? Ou bien est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est confus? Comment est son tenue? Est-ce qu'il est poupée de chiffon dans les bras de sa maman? La maman vous l'amène, les poupées de chiffon. Je vois qu'on prend des photos. Je peux envoyer toutes les dias sans aucun problème. Je n'ai rien à cacher. Donc, n'hésitez pas à les demander après à Claude. Il a le PDF. Donc d'abord le comportement, en effet, ça peut même vraiment être de l'irritabilité et de l'agitation dans les bras de la maman. Il n'est pas obligé d'être tout mou. Ensuite, la respiration, est-ce qu'il respire, hein, ça c'est toujours checké. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est difficile à respirer ou est-ce que vous entendez un bruit anormal, par exemple, là, il fait un bruit anormal. La coloration, est-ce qu'il est pâle? Est-ce qu'il a des marbrures aux extrémités? Est-ce qu'il a une petite cyanose péribicale? S'il y a un de ces éléments, que ce soit la coloration, la respiration ou le comportement qui est anormal, on peut basculer dans l'approche de l'ERC qui est ABCDE. Bon, il n'y a pas le E. Le E, c'est toute l'anamnèse vraiment plus complémentaire quand on va poser vraiment plus de questions. Mais l'ABCD, c'est une évaluation qui va nous permettre d'être rapide et systématique pour savoir si, oui ou non, j'ai besoin d'un traitement urgent. Le traitement urgent, ici, vous allez voir dans l'insuffisance respiratoire, c'est d'abord administrer de l'oxygène et puis ensuite des ventilations non invasives ou ventilation invasive si nécessaire. On ne parlera pas de ventilation invasive. Donc, on évalue le niveau de gravité, donc il est hyper agité, il est incontrôlable, la mère ne le trouve pas comme d'habitude. A d'abord, est-ce que les voies aériennes sont libres? Airway, je repense au nez du nourrisson de moins de 3 mois. Est-ce que s'il est
hypotonique, poupée de chiffon dans les bras de papa et maman, eh ben, est-ce que les voies aériennes sont libres? Oui ou non? Est-ce qu'elles sont à risque? Ben, il est hypotonique, elles sont à risque de s'obstruer. Donc, ben, je peux les mettre en position de sécurité. Je l'allonge. S'il a moins d'un an en position neutre, s'il a plus d'un an, on peut le mettre en légère hyperextension. B, l'évaluation du breathing, donc de la respiration. Il y a un petit acronyme, c'est FVTO ou FTVO, peu importe. Vous allez prendre une fréquence respiratoire, vous allez brancher une SAT, vous allez regarder l'enfant, voir le travail respiratoire qu'il va produire, tirage intercostal, tirage susternal, balancement thoraco-abdominal, battement des ailes du nez. Ça, vous allez pouvoir noter, remarquer les difficultés respiratoires ou pas. Et ensuite, le volume courant, ça c'est vraiment à l'œil, eh ben, on voit une belle ampliation thoracique ou bien on voit une respiration rapide mais très très superficielle, probablement qu'il y a peu d'air qui rentre. Ensuite, aussi, l'ampliation thoracique peut être asymétrique. Vous avez un pneumothorax chez un enfant asthmatique de 8 ans, par exemple. Et alors, on ausculte l'entrée d'air. Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est symétrique? Est-ce que j'ai des bruits surajoutés, des sibilances ou des crépitants? Le C, alors ici, dans la présentation, initialement, je n'avais mis que la tachycardie ou la bradycardie qui seront vraiment les deux signes quand vous allez mettre votre monito, que vous soyez en SMUR ou que vous soyez en salle d'urgence, les paramètres que vous allez prendre. Ben, forcément, l'enfant qui est un peu agité, qui est un petit peu en détresse respiratoire, ben, il sera tachycarde. Ça vous montrera que, ben oui, il va pas très bien. Il est bradycarde si il est vraiment dans une insuffisance respiratoire décompensée et qu'il est de moins en moins bien, qu'il désature. Il y a 4 autres éléments qu'on peut évaluer. Ça, c'est les 4 P. Donc, c'est le pouls. Est-ce qu'il est filant? Est-ce qu'on le palpe en périphérique ou en centrale? Une tension artérielle. Ça, je vous renverrai à vos abacs. Et c'est toujours bien d'avoir avec vous en SMUR ou dans vos salles de consultation un petit papier qui dit moins d'un an, la tension normale, c'est autant, etc. Donc, j'ai dit tension, j'ai dit pouls. Des signes de précharge. Est-ce que on a une turgescence jugulaire? Est-ce qu'on a des crépitants? Est-ce qu'on a une hépatomégalie? Ben, on a tous les ans, ça existe, la bronchiolite qui n'est pas une bronchiolite, mais qui est une décompensation cardiaque d'une myocardite, par exemple, ou quelque chose comme ça. Eh ben, c'est intéressant. L'enfant arrive, il n'est pas bien, on l'évalue, et ben, dans le C, on sait qu'on a les signes de précharge. Et en effet, s'il a un foie à 3 cm, que vous avez des crépitants partout et que c'est une petite turgescence jugulaire, vous pouvez vous dire, ah ben tiens, je vais peut-être appeler mon copain cardio, c'est peut-être une bronchiolite, mais c'est peut-être pas une bronchiolite quand même. La dernière chose que je n'ai pas encore dit, c'est la perfusion. La perfusion, c'est le temps de recoloration cutanée, que ce soit en périphérique ou en centrale. On appuie 5 secondes et on relâche et ça doit être inférieur à 2 à 3 secondes. Donc ça va être des signes qui vont nous montrer l'impact que a notre insuffisance respiratoire, la difficulté que l'enfant a à faire rentrer de l'oxygène ou à faire sortir du CO2 qui peut avoir un impact hémodynamique et qu'on va pouvoir aussi évaluer après le quick look. Et alors le D, bah alors il y a différentes choses, c'est la température, la glycémie et tout ça, mais dans votre évaluation primaire et rapide, vous allez voir est-ce qu'il est bien tonique ou est-ce qu'il est toujours conscient, est-ce qu'il est très irritable. Ça, c'est vraiment deux choses qui vont pouvoir vous orienter. Une chose qui va pouvoir aussi vous aider, et souvent les parents vont arriver de prime abord, où ils auront appelé le 112, ils auront dit, eh ben oui, je trouve qu'il est difficile à respirer, depuis hier, il ne mange plus, et c'est plus mon enfant comme d'habitude, il est tout le temps couché, il ne fait vraiment plus rien. Eh ben ça doit être, si on vous envoie en SMUR, ou si la maman arrive et dit, il ne mange rien depuis 24 heures, c'est que il est probablement plus ou moins gravement malade en fonction de son état. Donc ça, c'est des petites choses utiles qu'on va essayer d'aller chercher quand la maman ou le papa vous l'amène et vous dit ah, je trouve qu'il a difficile à respirer, il ne mange plus rien et son comportement est mauvais. Ben là, ça doit faire tilt. On ne peut pas juste dire oh, vous inquiétez pas, c'est qu'un petit nez qui est bouché, quoi. Un petit conseil, l'évaluation clinique de l'enfant. On peut observer un enfant dans les bras des parents.
Moi, ce que je fais souvent, c'est j'ai une détresse respiratoire. Si je dis, ben, vous pouvez le déshabiller, je peux l'examiner. S'il commence à le déshabiller sur la table de consultation et que l'enfant il commence déjà directement à pleurer et que ça ne va pas, les pleurs vont accentuer évidemment la détresse respiratoire. Je dis, déshabillez-le, reprenez-le dans vos bras. Comme ça, il sera en confiance et je vais pouvoir vraiment bien évaluer son status respiratoire parce que s'il crie et qu'il se débat à côté, je ne pourrai rien faire. Donc, on peut observer les patients dans les bras des parents et les parents sont souvent très très compliants et apprécient cet effort qu'on va avoir. Pareil pour une infirmière d'accueil aux urgences, hein, c'est prendre les paramètres, eh ben, on le découvre pour prendre la SAT, pour le peser et tout ça. Si il faut prendre la SAT dans les bras de maman, prendre attention dans les bras de maman, eh ben, ça peut aussi se faire. Pardon? Oui, 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 si, il s'est endormi. Enfin, sauf s'il est en défaillance cardio-respiratoire et qu'il dort. Non. Mais j'entends très bien, tout à fait. On s'entend bien. Donc, l'insuffisance respiratoire, je l'ai dit à un moment, je suis passé vite dessus. C'est quoi? C'est je n'arrive pas à faire rentrer suffisamment d'oxygène pour bien saturer ou je n'arrive pas à suffisamment bien faire sortir le CO2. Donc, j'ai une hypoxémie ou j'ai une hypercapnie. L'insuffisance respiratoire, on va dire qu'elle est, le signe que vous allez avoir principalement dans votre ABCD, c'est pas le pH avec la capnie. Ça, vous pourrez avoir, pour ce qui est de la capnie, ben, vous aurez des signes cliniques. Il peut être un peu plus pâle, il peut avoir une vasodilatation un peu périphérique, il peut être en sueur et un peu comateux. Là, vous devez vous dire, ah ben, on est probablement déjà bien avancé dans son insuffisance respiratoire. Si on est dans l'insuffisance respiratoire aiguë compensée, il va désaturer au saturomètre, vous allez lui donner de l'oxygène et ça va recompenser. Et donc là, il va à nouveau resaturer. D'accord? Sauf il peut toujours saturer, mais si son état de vigilance, son état de conscience n'est pas suffisamment bon, il est dans l'insuffisance respiratoire décompensée, même s'il a une bonne SAT sous oxygène. S'il a une mauvaise SAT sous oxygène, elle est aussi décompensée, même si sa vigilance est bonne ou pas. Donc, des fois, c'est un peu confusiogène, mais en gros, j'ai difficile à respirer, j'ai difficile à saturer. On me donne de l'oxygène, ça ne remonte pas, je suis dans l'insuffisance respiratoire décompensée. On me donne de l'oxygène, ça remonte, mais je commence à partir, à pas être bien parce que ça a des conséquences hémodynamiques, je ne perfuse plus assez bien mon cerveau, même si j'ai une bonne SAT, je suis en insuffisance respiratoire décompensée. C'est vraiment les deux cas. Alors, chez l'enfant, une fois qu'on est dans l'insuffisance, il faut essayer d'agir un maximum là et là pour éviter ça et ça. Parce que la cause première, et ça je pense que vous le savez tous ceux qui sont ici et tous ceux qui nous écoutent, la première cause d'arrêt cardio-respiratoire est un arrêt respiratoire. Et l'arrêt respiratoire vient de la défaillance cardio-respiratoire qui vient de tout ça. Donc il faut détecter nos signes précoces pour pouvoir intervenir ici. Quelles sont les interventions urgentes qu'on va faire? Pardon. Donc ça, c'est juste, je reviens à les signes de décompensation. Ben, toujours, on check le A à l'airway, on voit bien les B, le F, FVT, la fréquence respiratoire qui est augmentée, l'entrée d'air qui est diminuée, le travail qui est fort augmenté. Ben, ça va nous donner des signes de dyspnée et de difficulté respiratoire. Et en plus, avec la saturation qui est basse sous O2, ben ça nous dit qu'elle est décompensée. Pareil, il est irritable, sa conscience est vraiment mauvaise, son comportement n'est pas habituel. Et ben ça, c'est les signes de décompensation de l'insuffisance respiratoire. D'accord? Et souvent, la fréquence cardiaque est très élevée. S'il commence à bradycardiser, là, vous êtes plus là et là. S'il commence à bradycardiser. Sauf s'il dort et qu'il n'a rien, et qu'il est un peu bas. Mais... donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il est en train de décompenser devant vous. Vous voyez un enfant qui est vraiment hypotonique, pas bien, il sature pas bien, poupée de chiffon. Eh ben, on dégage les voies aériennes. On se rappelle, s'il a plus d'un an, eh ben, on le met couché. On peut le mettre un peu en hyperextension. On fait la manœuvre universelle. Alors, soit c'est on met la main sur le menton et on surélève sur le front, pardon, et on surélève le menton. Soit on fait un jaw thrust en se mettant derrière.
on dégage les voies aériennes. S'il est tout petit, ben, on pense toujours évidemment à son nez. Et comme ça, on a vraiment les voies aériennes bien ouvertes. Ensuite, on oxygène. La première manœuvre à faire, c'est lui mettre un masque à haute concentration, 12-15 litres. Et comme ça, on sait qu'on a une FiO2 à 90-100% et on voit comment il sature après. Si, malgré ça, il ne récupère pas et qu'il reste comateux, stuporeux, pas bien, eh bien à ce moment-là, même s'il a une fréquence respiratoire qui est à 70-75, que vous entendez quand même de l'air qui rentre, mais l'air est pas très bon, eh bien, il faut ventiler. C'est probablement qu'il est en hypercapnie et qu'il faut commencer à ventiler. Là, c'est la ventilation masque-ballon à 2 ou 4 mains en fonction du nombre que vous êtes. Et puis après, ben, en fonction de votre évaluation, de votre auscultation, eh bien, vous allez pouvoir penser éventuellement à différents traitements par aérosol. L'aérochamber, c'est plus si vraiment il va bien, mais par aérosol, dans la bronchiolite, l'aérosol d'adrénaline peut avoir son rôle, et dans les grosses crises d'asthme, l'aérosol de Ventolin, évidemment. Donc, un petit exemple, Simon, 8 ans, il arrive, maman arrive aux urgences, ça fait maintenant 2 jours qu'il n'est pas bien. Maman dit oui, il a un asthme allergique, il est déjà sous Flixotide, Dexisal, mais ça fait 2 jours qu'il est moins bien. Hier, de toute la journée, il avait entraînement de foot, il m'a dit je ne veux pas y aller, il est resté assis dans le canapé toute l'après-midi. Cette nuit, il a beaucoup toussé, je lui ai fait un puff de Ventolin, mais je n'ai pas l'impression qu'il a bien respiré. Et quand il arrive, ben, il a du mal à marcher. Maman a demandé à l'accueil d'avoir une chaise. Ben voilà, là déjà, rien que là dans le tableau, ben voilà, il a du mal à marcher, donc il est essoufflé, il n'a pas mangé, voilà. Ça, c'est déjà les 2 premiers points qui vous disent, ah ben tiens, celui-là, il est probablement un peu cogné, je vais probablement devoir faire quelque chose, je dois probablement aller le voir pas trop tard, quoi. On regarde évidemment si ces voies aériennes sont libres. On fait le FVTO, est-ce que ça rentre bien des 2 côtés? Est-ce qu'il y a une bonne ampliation thoracique ou pas? Sa fréquence respiratoire, est-ce qu'elle est fort augmentée ou est-ce qu'elle est basse? Est-ce qu'il a difficile à respirer? On écoute les sibilantes. Boum, on prend sa SAT, elle est à 82, on lui met de l'oxygène et il était de plus en plus somnolent. Donc on sait qu'on était sur la phase de décompensation, mais c'est possible que rien que déjà en mettant l'oxygène, boum, vous réoxygénez déjà mieux son sang, vous réoxygénez mieux son sang, donc vous réoxygénez mieux son cerveau, donc il peut déjà se sentir déjà mieux et revenir un petit peu à lui. Et après, il faudra penser au traitement étiologique. Ben voilà, il va sous Flixotide, le Xisal, maman n'a fait qu'un puff depuis 48 heures alors qu'il n'est pas bien et c'est la période de graminée. Ben voilà, vous savez là, à ce moment-là, le traitement étiologique, ben, si vous êtes l'infirmière d'accueil, vous appelez le médecin et il vous le prescrit, ou vous avez déjà des fiches pré-remplies et voilà. Je pense des questions pour la reconnaissance vraiment de la détresse respiratoire et du niveau de gravité avec les traitements qu'on peut faire. Ça m'a l'air quand même clair. Je pense qu'on est tous à peu près dans l'assemblée habitués à ça, mais je pense que c'est toujours important de se le rappeler quand on a un enfant qui est en Disney. C'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, ben, pour arriver au 3e point qui sera de poser le diagnostic, eh ben, en fonction de la sémiologie, de ce qui va se présenter devant nous, on va pouvoir localiser où se trouve l'obstacle ou se dire ah ben ce n'est pas un obstacle, c'est telle ou telle pathologie qui fait qu'il a difficile à respirer. Différents types de dyspnées, il y a les dyspnées obstructives, les dyspnées non obstructives et alors les dyspnées que je vais catégoriser un peu cinématériel, donc c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de pathologie pulmonaire ou d'obstruction de la cage thoracique ou d'obstruction des voies aériennes respiratoires. On va être dans les pathologies du système nerveux central, du type amyotrophie spinale ou des choses comme ça, des gros troubles hémodynamiques, ou ça peut même être une tumeur au cerveau. Hein. Enfin, voilà, voilà. Une acidose métabolique que vous connaissez tous, par exemple. Un Q-small dans un diabète, eh ben, il va arriver. Moi, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, 16 ans, hyper obnubilé, il crevait de mal dans le flanc, il n'arrêtait pas de dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Bon, c'est vrai qu'on avait une petite idée, c'était un diabétique qui ne se suivait pas trop depuis longtemps, mais la
la place de la difficulté respiratoire et de la douleur thoracique était tellement importante que ça nous a fait douter dans le fait de se dire est-ce que c'est vraiment une acidose? On n'a toujours pas le pH. Voilà, et quand on a eu le pH, on a pu faire le traitement et tout s'est réglé. Mais l'acidose métabolique, l'acidocétose diabétique, c'est une bonne, un bon exemple vraiment de la dyspnée sans vraiment cinématéria. Alors, dans celle-là, vous aurez souvent une tachypnée, donc une fréquence respiratoire qui sera augmentée, mais qui n'aura pas vraiment de signe de lutte, parce que l'enfant, il va vraiment essayer de respirer vite, 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 vite pour compenser et se mettre un peu en hypocapnie suite à l'acidose, l'acidémie métabolique, que ce soit d'origine hémodynamique ou nerveuse centrale. Dans les dyspnées obstructives, elles seront hautes ou elles seront basses. C'est quoi la limite? Eh ben, en gros, c'est les taches glottiques. Les taches glottiques, on dit que tout ce qui est au-dessus, c'est les obstructives hautes, tout ce qui est en dessous, c'est obstructif bas. On aura des signes de lutte. Les signes de lutte vont pouvoir nous aiguiller. On va y venir sur tel signe de lutte, ça fait plutôt haut, tel signe de lutte, ça fait plutôt bas. Et les bruits qui vont accompagner, ça fait plutôt haut ou ça fait plutôt bas en fonction du bruit qui est là. Dans les fréquences, donc celles-ci, cinématérielles et non obstructives, donneront une fréquence respiratoire augmentée. Et si elles ont des signes de lutte, ben, ça peut être des pathologies alvéolaires, pulmonaires, une pneumonie par exemple, un empyème, un pneumothorax, enfin le pneumothorax, voilà la plèvre, un volet costal sur un gros trauma, ou ça arrive des fois à des enfants qui ont des paralysies diaphragmatiques pour des raisons X ou Y, c'est quand même plus rare. Mais ceux-là présenteront des signes de lutte, ceux-là ne présenteront pas de signes de lutte, ce sera surtout une grosse polypnée. Je reviens donc sur mes dyspnées, un dyspnée obstructive ou non obstructive. Dans les obstructives, elles sont hautes ou elles sont basses. Si elles sont hautes, eh ben, on aura surtout un bruit inspiratoire. Je l'ai fait tout à l'heure, le stridor. Et le tirage sera surtout cisternal. Ça va venir d'ici. C'est vraiment là que l'enfant va essayer d'aller chercher son air un maximum. Le temps inspiratoire sera prolongé. Ça, c'est vraiment le stridor de, par exemple, la laryngite. Dans les basses, eh ben, à ce moment-là, on aura plutôt un bruit expiratoire, un wheezing. Attention que le wheezing ne vient pas forcément que des bronches, il peut aussi venir de la trachée, je vais y revenir après. Et là, vous aurez plus un tirage intercostal et sous-sternal. Donc ça, déjà, ça va vous orienter et vous dire, ah ben tiens, elle est plutôt haute, elle est plutôt haute ou elle est plutôt basse. Et là, c'est le temps expiratoire qui va être augmenté dans l'asthme ou oui, dans l'asthme, vous allez avoir ce qu'on appelle un frein expiratoire, vraiment. Bref, je ne vais pas faire ça 10 minutes. Sinon, je vais basculer en hypocapnie et je vais commencer à faire un malaise. Donc, dans les dyspnées obstructives, vous allez avoir, ben ça c'est les trois lieux où vous allez avoir la dyspnée inspiratoire. S'il y a vraiment une obstruction au niveau nasal, est-ce que sa voix est normale? Est-ce qu'il a une voix un peu nasalée? Est-ce qu'il ronfle beaucoup? Est-ce qu'il respire à la bouche parce qu'il est trop obstrué et ça ne va pas? Est-ce que d'avoir fait son soin de nez, ça a fait un effet? Il a moins de 3 mois, il avait des grosses lignes respiratoires dans tous les sens, le tirage sur sternal. Comme ça, vous lui faites son soin de nez, ça va mieux, ben, ça venait du nez. L'oropharynx, des fois des grosses amygdales, des grosses végétations, ben, ils ont difficile à respirer aussi. Là, forcément, la position des voies aériennes va pouvoir aider. En période, peut-être que ça vous arrive aussi, mais d'aller à des accouchements à domicile, et ben en période néonatale, il y a des enfants, des fois, une grossesse mal suivie, il naît avec une séquence Pierre-Robin, il a une rétrognathy, il a une macroglossie, ben, ça peut prendre beaucoup de place et faire qu'on a vraiment difficile à respirer. Dans ces cas-là, vraiment, rétrognathy, macroglossie, des fois, la position ventrale, le fait de le basculer vers l'avant, ben, la langue ressort un peu, la mâchoire se détend, et puis ça peut aussi, ça peut aider. Et alors, la dernière cause de dyspnée inspiratoire, exclusivement inspiratoire, ça va être les obstacles au niveau du larynx. Je vous l'ai imité tout à l'heure, le stridor de la laryngite. Et alors, la voix qui est un peu partie la veille ou dans la nuit où l'enfant, quand il parle et qu'il arrive, ben, il n'a plus de voix et il va aboyer vraiment une toux aboyante, vraiment non-stop. Il va aboyer, il va tousser en aboyant et il va reprendre sa respiration systématiquement avec un stridor.
dans les laryngites vraiment importantes. Si l'obstacle se trouve un peu plus bas au niveau de la trachée, là, vous pouvez toujours avoir un stridor ou vous pouvez avoir un wheezing. Donc, le wheezing que moi, je vais vous mimer, il vient de ma trachée. Je ne maîtrise pas, moi, le calibre de mes bronches. Le wheezing que moi, je vais vous mimer, il vient de ma trachée. Eh ben, si l'enfant a un obstacle, un gros corps étranger au niveau de la trachée, eh ben, ça peut donner ce type de bruit-là. La dyspnée, là, elle peut être mixte, elle peut être inspiratoire et ou expiratoire. Mais la voix reste normale parce qu'on est en dessous de l'étage des cordes vocales. Dans les dyspnées, vraiment, si vous avez vraiment une dyspnée expiratoire, à ce moment-là, vous pouvez avoir des sibilances, des râles crépitants et un wheezing aussi. Et là, c'est atteinte des bronches, atteinte des bronchioles. Ça peut à nouveau être des corps étrangers, la bronchiolite, l'asthme, voilà. Donc ça, c'était un peu un bref rappel sémiologique sur se dire d'où vient en fait mon problème. Ok, c'est plutôt expiratoire, donc je pense que c'est plutôt, enfin c'est obstructif, c'est plutôt expiratoire, donc je pense que c'est plutôt les bronches et les bronchioles. J'ai la bronchiolite, j'ai l'asthme, il a pour la première fois mangé des cacahuètes il y a 3 jours. C'est peut-être de là que le problème vient aussi. Ensuite, on va pouvoir poser un diagnostic pour pouvoir établir un plan de traitement. Alors, on a localisé sur le plan anatomique. En fonction de l'âge, forcément, la bronchiolite, on l'a fait avant 1 an. L'asthme, on l'a fait un peu plus tard. L'histoire, est-ce que ça a apparu rapidement? Est-ce que ça fait 1 semaine qu'il est difficile? Est-ce que c'est quelque chose qui revient fréquemment ou pas? Est-ce que c'est accompagné de fièvre? Est-ce qu'il a un état toxine infectieux? En effet, s'il est difficile à respirer et qu'il est tout rouge, écarlate et tout ça, est-ce que ça peut pas être une réaction anaphylactique aussi, qui peut aussi avoir tous les symptômes respiratoires, mais en plus de ça, on peut avoir des signes cutanés, des signes digestifs éventuels associés. Est-ce que à l'anamnèse, on a un syndrome d'inhalation, quelque chose qui pourrait nous faire penser que l'enfant a avalé quelque chose de travers? Est-ce qu'il a été dans un accident récemment qui pourrait expliquer qu'il y ait un pneumothorax ou un hémothorax ou autre chose, ou éventuellement des contusions pulmonaires aussi, hein. Ça peut mimer une dyspnée non obstructive, mais d'atteinte alvéolaire type pneumonie, mais ça peut fausser les échanges et donc induire une insuffisance respiratoire. Et alors, est-ce que les parents ont déjà essayé un traitement et est-ce que ça a répondu ou pas? À partir de là, on va pouvoir poser un diagnostic. Ici, vous avez un grand tableau qui reprend un peu relativement toutes les causes chez l'enfant des dyspnées obstructives. Alors, la ligne du dessus, ça va plutôt être tout ce qui est un peu congénital depuis longtemps. Et ça va être plus aigu. Donc, dans ce qui va être fréquent, l'obstruction, la dyspnée obstructive du nez, ça va plutôt être moins de 3 mois la rhinite. Le traitement est facile, hein, c'est le soin de nez. Des fois, l'hypertrophie des végétations peut être très, très importante, et donc ça peut les gêner. À ce moment-là, si c'est vraiment chronique, pas hésiter à penser un jour à les faire voir par un ORL. Il y a le corps étranger, évidemment, ou un hématome. Au niveau du larynx, ce qui est très fréquent et ce que vous verrez forcément tout le temps, c'est la laryngite aiguë. D'accord? Ça, c'est vraiment le coup classique, un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ils arrivent en plein milieu de la nuit, ça ne va pas. Dites-vous juste que si vous avez une histoire de plus, il arrive en journée, il a un stridor, il tousse toujours, ça fait 3 semaines, on a arrêté les corticoïdes inhalés et ça reprend, mais dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose d'autre, que ce n'est pas une laryngite qui traîne. Une laryngite aiguë, ça ne traîne pas 3 semaines, d'accord? Et donc à ce moment-là, vous pouvez venir plus dans cette catégorie-là, pensez à la laryngomalacie, pensez éventuellement, c'est un ex prématuré qui s'est fait intuber 3 fois, il a peut-être une sténose sous-glottique. Il y a aussi, vous l'avez examiné complètement, il a des hémangiomes sur la peau, mais ça peut être un hémangiome sous-glottique aussi qui peut mimer ce type de symptomatologie. Donc ça, il faut y penser. Le stridor, vraiment un peu chronique, un peu récidivant comme ça, ou qui est là depuis très très tôt dans la naissance, très très tôt, oui, maman a dit en fait là ça va moins bien, mais depuis qu'il est tout petit, ça lui arrive de faire des petits comme ça. À ce moment-là, je pense qu'il faut hospitaliser, monitoriser et faire voir par un ORL. Il faut aller pousser un petit peu plus loin.
que ça. Et alors, ben, vraiment, donc là, on était vraiment toujours dans les dyspnées inspiratoires et dans les dyspnées expiratoires, eh ben, on a le trio parfait qui est la bronchite et l'asthme. On peut toujours avoir des corps étrangers et une anaphylaxie, mais c'est quand même moins fréquent. Les bronchomalacies, c'est un peu plus rare aussi, mais voilà. Premier cas clinique, on va en voir trois parce que c'est vraiment les trois situations les plus fréquentes que vous serez amené à rencontrer en SMUR ou aux urgences. Après, on passera sur les questions et si vous avez des questions pour la pathologie rarissime, j'essaierai de pouvoir répondre à vos questions, mais je ne vous promets rien. 3 mois, bah oui, ce sera la bronchiolite, hein, ça vous avez compris. On ne fait pas de crise d'asthme à 3 mois. 3 mois, il a le nez un peu encombré depuis 48 heures. Vous entrez dans la pièce et en effet, vous entendez le wheezing que je ne vous remimerai pas pour la 10e fois. Et maman trouve qu'il a difficile à respirer vraiment depuis ce matin. Ce matin, il ne voulait pas boire. Hier, d'habitude, il boit des 120 et tout ça, mais hier soir, il avait bu 90. Bon, je n'étais pas trop tracassé, mais ce matin, il veut vraiment rien. Et là, il est dans mes bras et oui, il est mou. Et il n'a pas voulu boire, il a voulu redormir tout de suite. Je suis inquiet. Ben, il a un mauvais tonus, vous faites votre quick look, ben, il a un mauvais tonus et il a difficile à respirer. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous faites votre ABCD. Hein. Ben, les voies aériennes sont libres. Hein. Il est dans les bras de maman, vous n'entendez pas de bruit particulier, vous sentez de l'air qui passe, donc voilà, les voies aériennes sont libres. Ensuite, ben, vous évaluez votre B, ben, il a une fréquence respiratoire à 70. Pour rappel, 3 mois 60, c'est vraiment la limite supérieure. À l'auscultation, la ventilation, ben, il y a une bonne ampliation thoracique et l'entrée d'air est vraiment normale et symétrique. L'expiration, par contre, elle est un peu plus prolongée et vous entendez ce wheezing. Et à l'auscultation, ben, vous avez quelques sibilances et des râles crépitants. Vous prenez la SAT, elle est à 89%. Sa fréquence cardiaque est un peu augmentée. Il n'a pas d'autres signes d'insuffisance circulatoire. Et sur le D, vraiment, ben, il est plutôt irritable et il refuse de boire. Faites toujours attention à une chose dans les bronchiolites, c'est la forme apnéisante. Chez les tout petits, ils peuvent faire une petite bronchiolite qui n'a pas ce tableau-là, qui peut avoir 97-98%, mais les parents peuvent vous décrire à un moment qu'il est devenu poupée de chiffon et qu'il était un peu bleu. Eh ben, le RSV notamment, mais pas que le RSV, peut donner des formes apnéisantes et ça, c'est des indications à les surveiller. Et s'ils font vraiment trop d'apnée à répétition, c'est de la ventilation initialement non invasive, et puis après, on va plus loin si c'est nécessaire. On peut s'aider, vous connaissez le score de Wood pour l'asthme. On peut s'aider du score de Wood aussi dans la bronchiolite pour le classifier et pour se dire, bah, OK, j'ai un score à autant. Vous le connaissez. Dans le B, il y a la saturation que vous allez prendre et qui vous donnera des points. L'entrée d'air qui est normale ou quasi absente. Le wheezing qui est absent ou qui est majeur et la gradation. Les signes de tirage. Et ensuite, la fonction cérébrale, il est irritable, agité de manière intermittente ou pas. Donc ça va vous permettre de le scorer. Et en fonction de ce que vous allez faire, ça vous permettra de voir si ça s'est amélioré ou pas. Que dit la littérature dans la prise en charge de la bronchiolite? Pulse oximetry, il faut prendre une stat. C'est intéressant parce que ça nous donne une idée de l'insuffisance respiratoire ou pas. Est-ce qu'il faut faire une radio du thorax? Ben, pas forcément. On n'est pas obligé de faire une radio de thorax à toutes les bronchiolites qui se présentent. C'est plutôt ceux qui désaturent et qui ne sont pas bien. Ben, ça vaut peut-être la peine à ce moment-là d'en faire une. Est-ce qu'il y a une atelectasie ou il n'y en a pas? Est-ce qu'il faut les tester? Est-ce qu'il faut tester les virus? Ben, ça ne les guérira pas. Ça permet peut-être juste, en fonction de la politique de votre service de pédiatrie, de dire les RSV, on les met ensemble et on les mélange pas avec les para-influenza ou les influenza. Est-ce qu'on fait une prise de sang et un gaz du sang? Souvent, souvent c'est la clinique qui va vous parler. Hein. Le gaz du sang, moi, quand je fais un gaz du sang à une bronchiolite, je sais quasi déjà la réponse que je vais avoir en fonction de comment est le patient. L'hypercapnie sera présente s'il est vraiment tout chiffon, tout moche. Oui, j'ai juste pas dit, c'était des guidelines, une revue de la littérature qui avait été faite et publiée dans le Lancet en 2017.
Est-ce qu'il faut faire des hémocultures? Eh ben, ça va dépendre de votre clinique à nouveau. Est-ce qu'il est sceptique? Est-ce qu'il y a une surinfection associée à votre bronchiolite? C'est pas recommandé et on ne le fera pas systématiquement. Les bronchodilatateurs bêta-agonistes, donc le salbutamol, eh ben, ça n'a pas vraiment sa place dans la bronchiolite. Ça peut arriver des fois que ça vous en aide un. On sait que chez les tout petits, les récepteurs ne fonctionnent pas très bien. On sait par contre que chez un enfant qui est à son 3e ou 4e épisode de bronchiolite à l'âge de 5-6 mois, eh ben, des fois, ils peuvent plus facilement répondre. Et donc, ça vaut peut-être la peine de l'essayer dans ce cas-là. Mais en premier abord, un aérosol de Ventolin chez un enfant, un nourrisson de 2 mois qui fait sa première bronchiolite, ça ne va pas forcément l'aider. Ce qui peut l'aider, ce qui est pas fait de manière systématique, mais ce qui peut vraiment les aider, vraiment bien les ouvrir quand vous allez, pour des fois passer un petit cap, c'est l'aérosol d'adrénaline. Je ne pense pas que j'ai mis les doses. Vous pouvez faire 2 ou 3 millilitres avec jusqu'à 4 millilitres de NaCl. Et ça peut vraiment avoir une belle activité bronchodilatatrice. Les corticoïdes, c'est pas recommandé dans la bronchiolite. Ça arrive dans certains cas qu'on en mette chez des enfants qui sont, enfin chez des nourrissons qui sont intubés, qu'on n'arrive pas à déventiler après 5-6 jours de ventilation, où on se dit qu'il y a un état inflammatoire qui est persistant. Des fois, ça nous aide à passer un cap, mais on ne met jamais de corticoïdes en première intention dans une bronchiolite. Les aérosols, ça a été une mode aussi de sérum salé hypertonique. C'est pas forcément recommandé. Ça va être en fonction de votre pratique. Si ça peut arriver que ça les aide dans la phase un peu plus sécrétoire. Avant, nous ce qu'on fait, c'est quand ils sont hospitalisés, avant une kiné, ça nous permet vraiment de bien humidifier toutes les sécrétions et ça nous permet de faire ressortir un petit peu plus avant la kiné. Ben oui, forcément, s'il désature, hein, on lui donne de l'oxygène, ça c'est recommandé, ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Et alors, la, 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 la kiné respiratoire, eh ben, dans la grande revue du Lancet, eh ben, en France, dans une étude de France et dans une étude en Angleterre, ils disaient pas de manière routinière, mais uniquement chez les patients qui ont des comorbidités présentes. Ben là, il est mis la myotrophie spinale. Ici, il est mis la muco, par exemple, ou aussi dystrophie musculaire. Les antibiotiques, ben non, à moins qu'on ait une preuve qu'il y ait une surinfection bactérienne, il faut, quand vous faites une bio, il y a 120 CRP, il y a probablement une surinfection bactérienne. Ça vaut la peine de mettre éventuellement des antibiotiques. Et alors, pour ce qui est de l'aider à manger, eh ben oui, il faut les aider, il faut les nourrir, il faut les hydrater. Ça va dépendre de la tolérance digestive. Nous, toutes les bronchiolites qu'on admet, eh ben, souvent, c'est je bois moins que 50% de mes apports. Et ben, à ce moment-là, ben, c'est une sonde nasogastrique et on donne le lait par la sonde nasogastrique. En fonction de la tolérance en fonction de la tolérance, eh ben, ça arrive que ce soit en débit continu. Des fois, c'est pas en débit continu et c'est fractionné. On donne, et ça dépend à nouveau de la tolérance de l'enfant. On ne donne jamais les apports totaux qu'il prend habituellement. On se limite à 80-100 ml kg chez les tout petits. Ça va leur suffire pour maintenir un état d'hydratation correct et en fait d'avoir aussi des calories pour pouvoir lutter. Sinon, si vraiment il y a une intolérance alimentaire, à ce moment-là, c'est un cathé et on l'hydrate jusqu'à ce qu'il retolère une alimentation. Donc le traitement de la bronchiolite, ben, d'abord, éviter de le stresser. Le positionnement, nous, on les positionne toujours à 30-45 degrés dans un lit. Ça les aide à mieux respirer. Si jamais vous avez, pour une raison ou pour une autre, vous avez fait une radio parce que vous entendiez une moins bonne entrée et qu'il y a une atélectasie lobe supérieur droit, eh ben, le positionnement, ça peut aussi aider. Vous le mettez pas en décubitus latéral gauche. Donc, je rappelle, hein, je parle d'une atélectasie lobe supérieur droit. Vous le mettez en 3/4, donc l'épaule droite un peu surélevée et l'épaule gauche un peu plus en arrière. Et ça va permettre de, lui, essayer de refavoriser un peu plus la ventilation du poumon en comprimant un peu plus le poumon gauche et en ouvrant un peu plus le poumon droit. On donne de l'oxygène si la SAT pour viser une SAT supérieure à 90%. On fait des bons soins de nez, on maintient une hydratation, que ce soit par voie gastrique ou
IV s'il y a une intolérance digestive, et pas de kiné respi, sauf si vraiment il y a une comorbidité. S'il se dégrade et que ça va moins bien, eh ben, on peut faire une nébulisation d'adré pour essayer de passer un cap. Ça nous arrive des fois que nous, ils sont à l'étage, ils sont un peu moins bien, ils ont un aérosol d'adré, et puis ça les aide à passer le cap. Pas fréquent. S'ils font l'aérosol d'adré, dans la demi-heure ou dans l'heure, ils sont un peu moins bien et ils viennent chez nous. Mais ça permet aussi des fois juste de gagner du temps, de passer un petit cap et de l'aider. Ils peuvent des fois assez bien répondre à ça. Euh, Ensuite, ben, en effet, s'il se dégrade, ben, alors c'est la CPAP. La CPAP, pipe à 7, il y a eu une revue de la littérature qui disait vraiment que c'était ce qu'il fallait faire. Commencez pas, si jamais, je ne sais pas si vous avez des CPAP pour temporiser, mais si jamais vous devez en mettre une, on commence pas à 5 pour ensuite monter à 6, puis ensuite monter à 7. On commence à 7. S'il est bien à 7 pendant plusieurs heures, eh ben, on peut se dire, OK, ben, on rediminue à 6 et ensuite à 5. Et alors, si on trouve qu'il est moins bien, mais qu'en en fait, il n'est pas si pire que ça, son gaz du sang, on l'a fait, il est correct, mais on trouve qu'il a quand même des signes de lutte et on a peur qu'il se fatigue, il y a la place de faire des lunettes à haut débit. À nouveau, il est mis 1 à 2 litres kilo minute, commencer à 2 litres kilo minute, et puis si vraiment ça se passe très bien, eh ben, on passe à 1 litre kilo minute, et si après 6 heures de 1 litre kilo minute, il va bien, ben on peut probablement le réarrêter. Et si malgré tout ça, ça ne va pas, ben appelez à l'aide. Il y a d'autres méthodes que la ventilation invasive. Il y a encore un pas entre les deux, mais c'est plus réservé à des services de soins intensifs où là, on va faire de la ventilation non invasive à 2 niveaux, style BiPAP, mais synchronisé à l'enfant avec vraiment des full face. Ça peut vraiment bien les aider. Nous, on en a intubé très peu cet hiver, grâce notamment à ce dispositif. Donc, est-ce qu'on hospitalise ou est-ce qu'on n'hospitalise pas la bronchiolite? Eh ben, on évalue la détresse respiratoire. Sa fréquence respiratoire est supérieure à 60, ben, ça vaut le coup de le garder au moins une nuit pour le surveiller. Il a eu besoin d'oxygène, ben, il n'a pas d'oxygène à la maison, le pauvre gamin. Donc voilà. La forme apnéisante, pas oublier. Si les parents ont décrit qu'à un moment, il était plus poupée de chiffon, qu'il était moins bien, ben, ça vaut la peine de le garder une nuit au monito pour voir s'il fait des apnées à répétition. Deux, ben, est-ce qu'il arrive toujours à bien manger ou à bien boire? Des fois, ça peut même être on n'arrive pas vraiment à bien évaluer ce qu'il a bu, ce qu'il a mangé. Il est venu lundi, il avait un petit peu difficile à respirer, il a été pesé, peser les enfants, ça, il faut peser les enfants, il faut des poids. Il revient à 48 heures plus tard, hein, ça ne va pas bien, oui, il mange toujours, mais je sais pas, c'est difficile, les parents ils sont comme ça, ils ont les cheveux comme ça, ils sont pas lavés, ils en peuvent plus. Mais vous le repesez, il a perdu 200 grammes, mais vous savez qu'il n'a pas mangé assez et qu'il faut le nourrir. Donc il faut le garder pour l'alimenter. Et alors, ben, on a quelques risques, quelques facteurs de risque d'évolution vers une maladie grave. Ben, je ne vais pas vous cacher qu'un immunodéficient, ça peut évoluer plus facilement vers une maladie grave qu'un enfant qui a une maladie neuromusculaire aussi, que s'il est muco ou autre pathologie pulmonaire connue, un expréma ou un enfant de moins d'un mois ou encore une cardiopathie cyanogène, ben ça, il faudra les garder pour les surveiller et éventuellement appeler à l'aide. Le quatrième critère, c'est les parents que vous avez en face de vous. Euh, des parents qui consultent 3 fois en 48 heures, eh ben à la troisième fois, même si vous trouvez que ça ne va pas, même si vous trouvez que ça va toujours, ben ça vaut des fois la peine juste, eux, de les rassurer, d'hospitaliser et d'objectiver ce qui se passe. Bon, évidemment, si on n'a plus de place, on n'a plus de place, hein, mais ça, voilà. La ventilation non invasive, je ne vais pas être très long là-dessus. Ben voilà, ça c'est la CPAP nasale, là aussi au-dessus, et ça c'est les lunettes au débit. Si vous avez des ervos, ben, il y a les modes néonataux et les modes pédiatriques, et il y a des lunettes qui sont adaptées en fonction du poids et en fonction du calibre des lunettes et de ce que vous avez programmé, eh bien, il est capable de délivrer un maximum de débit en fonction et l'ergo s'adapte. Donc ça, il faut juste savoir. Deuxième cas clinique, 6 ans, Jérôme a un wheezing et difficile à respirer depuis 2 jours. Il ne fait
plus beaucoup d'efforts. Il a du Ventolin un peu comme ci, comme ça, la maman en a donné. Il est connu pour un asthme allergique et il a des fixotides. Vous voyez en effet qu'il est difficile à respirer, donc vous faites votre ABCD. Le A, les voies aériennes sont toujours libres. Le B, il respire vite à 60 par minute. Il a une mauvaise entrée d'air. L'ampliation thoracique est vraiment très élevée. Vous voyez vraiment que elle est bonne. Il a un frein expiratoire, ça sibyle et il a une SAT à 90%. Sa conscience reste normale, mais il ne parvient pas à terminer une phrase. Donc vous avez une crise d'asthme aiguë, quand même modérée à sévère. Il ne sature pas forcément bien. La première chose qu'on fait, c'est on lui met de l'oxygène. Il sera probablement dans le cadre d'une insuffisance respiratoire compensée. Il va falloir agir. On va agir sur quoi? Eh ben, ce sur quoi on va agir dans l'asthme en salle d'urgence, ça va être sur le bronchospasme. On sait que euh, dans la crise d'asthme, c'est une dyspnée obstructive des bronches. Eh ben, ça, c'est le calibre de vos bronches. Eh ben, on sait que ça peut être un œdème de votre airway. Ça peut être la production de mucus qu'on voit ici. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on ne va pas vraiment pouvoir agir tout de suite, tout de suite. Ce sur quoi on va pouvoir agir, c'est votre paroi ici et faire en sorte que ça puisse se dilater pour regagner du calibre de la bronche. La production de mucus et l'œdème de l'airway, ça va plus être le travail, le traitement de fond. Ça fait 6 mois qu'il devait prendre son Fixotide, il ne l'a pas pris, il a à nouveau un œdème inflammatoire de ses voies aériennes. Ça, on ne pourra pas lutter dessus tout de suite, quoi. Il y a des indications de mettre des corticoïdes, mais ce n'est pas ça qui va le transformer tout de suite. Ce qui va vous aider, c'est vraiment redilater ces bronches. À nouveau, crise d'asthme, on positionne, on évite le stress inutile, on met de l'oxygène pour une SAT supérieure à 92, on fait une salve d'aérosol de Ventolin, salbutamol, et on peut donner des corticoïdes. En fonction de comment il évolue, on peut toujours s'aider aussi d'un aérosol d'adrénaline, ça peut aider, ou de donner une IM d'adrénaline si vraiment il y a vraiment rien qui rentre. Ça peut être un des rares cas où on est hors choc anaphylactique, où on peut donner une IM d'adré. Un traitement en plus du salbu, c'est le sulfate de magnésium, entre 25 et 50 mg kg. Moi, je donne 40 mg kg en une demi-heure. On peut toujours, si vraiment il y a très peu d'entrée, passer le salbu IV. Et alors, en fonction, on peut l'aider avec la ventilation non invasive ou de la ventilation invasive et la kétamine. Donc la crise d'asthme se présente, elle a une saturation, vous lui donnez de l'oxygène pour plus de 92 de SAT, vous lui faites 3 aérosols de Ventolin en 1 heure, et si jamais votre score de Wood modifié dont on a parlé plus tôt est supérieur à 4, il mérite sa dose de corticoïdes. Si là, ça va vraiment pas bien et qu'il a une très mauvaise entrée d'air, on peut faire l'adréième ou on peut rajouter de l'adré dans l'aérosol de Ventolin. On évalue après. On fait, évidemment, il peut avoir cette présentation-là et avoir des symptômes connexes avec la rougeur qui va nous faire penser au choc anaphylactique. Et donc là, l'adréième, évidemment, je ne vais pas vous le cacher, vous pourrez l'utiliser. La réponse au traitement, on refait un score de Wood, est-ce qu'il y a toujours besoin d'oxygène? Non, il sature mieux après cette table de 3 aérosols. Son Wood a diminué il a une bonne réponse au traitement. Ok, je le laisse rentrer chez lui de manière sûre. Je lui fais un plan d'action avec son Ventolin X fois par jour. Si jamais il se dégrade, je peux leur dire aux parents, faites ceci, faites cela. Et si ça ne va pas, revenez. Les corticoïdes, c'est 3 à 5 jours Perros, si vous en avez commencé au tout début, est-ce qu'il faut adapter le traitement de fond et alors toujours un suivi médecin traitant, moi je pense dans les 48 heures ou si ce n'était pas une très grosse crise d'asthme, dans la semaine. Si par contre il y a une réponse partielle avec un score de Wood qui reste supérieur à 3, il lui faut toujours de l'oxygène, il sera hospitalisé. Vous faites du Ventolin toutes les X heures et vous faites votre cure de corticoïdes et vous voyez comment il évolue. Si son score de Wood reste vraiment toujours élevé, c'est à ce moment-là, on continue à balancer du Ventolin, on lui garde ses corticos, on rajoute le sulfate de magnésium et après on discute s'il est nécessaire ou non de mettre une ventilation non invasive
ou invasive et éventuellement de passer au Ventolin en IV continu. Pourquoi est-ce qu'on hospitaliserait une crise d'asthme? Ben, l'importance de la détresse respiratoire. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est bon. L'importance de la détresse respiratoire. On évalue la réponse thérapeutique, son zone d'oxygénodépendance et son score de Wood. Est-ce qu'il a fait des antécédents de crise d'asthme sévère? Sous-entendu, est-ce qu'il est capable encore de se dégrader encore plus que ce qu'il est maintenant? Et à nouveau, capacité familiale à affronter la situation. S'ils ne comprennent rien à ce que vous dites, ben, ça vaut peut-être la peine de les garder pour bien leur expliquer. Si c'est la première crise, eh ben, il faut aussi les écoler au Ventolin et toutes ces choses-là. Je ne vais pas vous l'apprendre. Les posologies, eh ben, le salbutamol, il peut être donné avec un aérochamber. À l'hôpital, on peut monter jusqu'à 4 à 8 puffs par 20 minutes. Ça, c'est s'il est capable de le faire. D'accord. Et ça peut être donné 3 à 6 fois, et puis 2 à 4 puffs, 6 à 12 fois par jour. Techniquement, si vous faites 2 puffs par 10 kg, donc un puff par 4 à 6 kg, vous n'êtes pas trop mal, et en se disant qu'on a 8 puffs max. Et après, ben, le traitement à domicile, ben, ce sera en fonction de 2 à 4 puffs par 20 minutes. En plan d'action aigu, ils se sentent moins bien, ben, ils ont le droit de faire 2 à 4 puffs pour voir si ça va mieux, toutes les 20 minutes, 3 fois, et si ça ne va pas mieux, eh ben, ils viennent à l'hôpital. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous le faites rentrer vous avez fait votre salve d'aérosol, par exemple. Vous le faites rentrer chez lui avec 3 puffs 4 fois par jour. Et puis, idiot de 8 ans, il a quand même été jouer au foot avec son cousin alors qu'on lui a dit de ne pas faire du foot pendant 2-3 jours. Il revient, il est à nouveau moins bien. Eh ben, vous pouvez dire aux parents, faites-lui X puff toutes les 20 minutes de manière répétée, ce qui équivaudra entre guillemets à votre salve d'aérosol de l'hôpital. Et voyez s'il répond. Et s'il ne répond pas, eh ben, venez à l'hôpital. Mais ça, évidemment, c'est des plans d'action à écrire et qu'il faut bien rédiger. Pas hésiter à demander à un pneumopédiatre ou un pédiatre de les pré-rédiger pour vous. La nébulisation, ben ça peut être bien quand, évidemment, ils ne sont pas bien et qu'ils sont difficiles à respirer et qu'ils ne sont pas capables de prendre l'embout ou d'accepter le masque, du chamber. Eh ben, en gros, moins de 16 kg, vous mettez 10 gouttes par aérosol et vous les faites toutes les 20 minutes. Pour la première salve. S'il fait plus de 16 kg, vous mettez 20 gouttes toutes les 20 minutes. Ça, c'est assez simple. Alors, s'ils sont vraiment moches, eh ben, ça arrive. Si vous avez un système type aérogène, sinon il faut y aller tout le temps. Mais vous pouvez faire de la nébulisation en continu aussi. Et là, vous avez une dose qui est inscrite, c'est 0,5 à 1 mg par kilo par heure. Donc, vous avez 5 mg dans 20 gouttes. Il pèse 10 kg, vous avez droit à 10 mg. Donc, c'est 40 gouttes pendant 1 heure en continu. Ça, dans les asthmes aigus graves, vraiment bien cognés en ventilation non invasive, c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire pour vraiment essayer de lever le bronchospasme. L'Adriem, vous connaissez la dose. Les corticos, on donne une première dose moi, je donne une première dose à 2 mg kg, et puis vous donnez 1 mg kg par jour ou 2 mg kg par jour en 2 prises. Ça, c'est à voir. Bien, pas trop long, parce que sinon après, il faut faire un schéma dégressif. Le sulfate de magnésium, j'en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez faire 40 mg kg. Attention que ça peut donner des hypotensions, donc c'est sous monito, absolument. J'ai travaillé en France. Ils avaient affreusement peur de faire ça aux urgences et ils venaient systématiquement en réa pour recevoir leur sulfate de magnésium. J'en ai jamais vu faire des hypotensions dessus, mais voilà, il faut le savoir. Et alors, le Salbu IV continu, c'est 0,7 gamma km et on peut monter jusqu'à 5 gamma km. Et ça, il ne faut pas hésiter à le mettre si vraiment ça ne rentre pas du tout et que votre enfant il va vraiment pas bien et qu'il n'y a rien qui rentre. Il y a rien qui rentre. Que dit la littérature? Bah alors, on peut se dire l'ipratropium dans cette histoire, l'atrovent, on en a toujours tellement fait. Ben, la littérature parle que, si je lis bien,
prevents hospital admission, donc ça aide à prévenir des admissions à l'hôpital quand c'est donné assez tôt dans le service d'urgence. Donc souvent, à la maison ou à l'hôpital, nous en tout cas au Mont-Léger, on n'en fait pas. Mais ça pourrait avoir son indication dans le tout début de la maladie. Mais donc c'est vraiment pour l'interrogation, c'est pas toujours bien décrit. Et du coup le magnésium, ça dans la revue ils en parlent bien quand on a un peu difficile, ça aide la relaxation musculaire. Dernier cas clinique, patient de 3 ans arrive à 2 heures du matin, tout aboyante, voix rauque et stridor très très important. Il avait une petite rhinite et tout le monde était un peu malade dans la famille. Lui, il n'a pas de fièvre. Il a quand même une respiration bruyante. Donc dans votre quick look, ça vous incite à faire un ABCD. Euh, il a une fréquence respiratoire qui est quand même élevée pour son âge parce qu'elle est à 45. Il a une bonne amplification thoracique, pardon, mais l'air rentre peu. Il a un stridor, il a un temps respiratoire très très important et la SAT est à 93%. Il a une fréquence cardiaque à 120 et elle reste normale. Et on sent qu'il n'est pas bien, il est anxieux. Ça le rend anxieux de ne pas savoir bien respirer. Souvent, il vous regarde un peu obnubilé comme ça. Ils cherchent leur air et c'est assez anxiogène. Une laryngite. Donc, il y a différentes choses qui peuvent imiter un peu la laryngite. On a une augmentation du travail respiratoire avec un stridor ou un stridor non permanent. Si le stridor n'est pas permanent tout le temps, qu'il y a beaucoup de fièvre, qu'il y a un torticolis, qu'il y a de l'hypersalivation, il ne faut pas hésiter à penser à des abcès parapharyngés. Là, vous irez voir dans le fond de la gorge. S'il y a un stridor qui est plutôt permanent avec une grosse fièvre et une grosse détérioration, là, il ne faut pas hésiter à penser à la trachéite bactérienne. Et à ce moment-là, il faut plutôt des antibiotiques et il faut le surveiller. Si c'est plutôt la toux aboyante et la voix rauque, là, on est plutôt dans la petite, dans la laryngite spasmodique. Et alors, l'épiglottite, ça, depuis que tout le monde se vaccine, normalement, on ne les voit plus. Mais là, c'est des grosses fièvres, une dysphagie et une voix complètement étouffée. Le traitement de la laryngite, on positionne à nouveau, on évite un stress inutile, on met de l'oxygène si c'est nécessaire. Classiquement, le plus efficace, c'est l'aérosol d'adrénaline en aigu. Attention, ils peuvent faire un rebond derrière. Donc, il faut les garder. Si vous leur faites un aérosol d'adrénaline, vous les gardez quelques heures pour voir un peu comment ça évolue. Et vous pouvez donner, en fonction vraiment de la gravité, de la dexaméthasone. Perros, c'est une seule dose. C'est un corticoïde très très puissant et qui dure longtemps. Donc, moi, je fais 0,6 mg kilo avec une dose maximum de 5 mg. Si vraiment il n'est pas bien du tout devant moi, je le fais, on le garde 3-4 heures ou la fin de la nuit pour surveiller comment il évolue au monito. Mais souvent, ça coupe assez court. Il faut le temps que ça agisse. Donc, en aigu, ce qui va vous aider, c'est l'adré. Mais la dexaméthasone, ça va vraiment bien fonctionner. On peut répéter l'adrénaline toutes les heures, toutes les 2 heures si c'est nécessaire, si vraiment elle est vraiment bien cognée. Et alors, la dexaméthasone, elle peut être répétée aussi si vous avez fait votre adrénaline, vous avez fait votre dexaméthasone. Le lendemain matin, il est toujours un peu coussi-coussa, il n'a pas faim, il est encore un peu difficile. Eh ben, vous pouvez le garder, continuer des aérosols d'adrénaline et lui faire une deuxième dose de dexaméthasone. Last but not least, les conclusions. Votre diagnostic, il faut surtout qu'il se base sur votre clinique. Il faut une évaluation simple et systématique de vos dyspnées. Il faut vraiment bien décrire votre détresse respiratoire et connaître votre niveau de gravité. Aider à localiser vraiment d'où vient cette dyspnée et du coup faire le diagnostic. Et votre traitement va dépendre de votre diagnostic, de la gravité de la détresse et de la réponse thérapeutique initiale. Et je crois que malheureusement, là, mon point d'interrogation s'est inversé, mais donc je vais laisser comme ça. Et ça clôturera ma présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas une seule seconde.
Merci. Il y en a qui ont quitté la réunion, c'est pas sympa. Donc, merci beaucoup Thomas pour cette présentation plus que claire. On va donc passer à la séance des questions-réponses. Y a-t-il des questions dans l'assistance? Évidemment, merci pour cette présentation professionnelle et complète. Je voulais juste discuter de deux présentations plurales, mais peut-être trompeuses pour le clinicien. C'était la crise d'âge chez le grand enfant et l'adolescent, avec air trapping et oppression thoracique, où les signes de lutte respiratoire sont absents. On ne va pas la dessiner, il se sent mal, il a du mal à respirer. Là, ça peut être un peu limite, il faut se méfier, regarder, faire des salles d'aérosol et réévaluer. Et une autre observation, plutôt une question aussi en même temps, c'était est-ce que vous avez des difficultés ou des protocoles pour reconnaître les dysfonctionnements des cordes vocales aiguës, l'espace laryngé? Le spasme laryngé, Cause de Disney dû aux urgences. donc là, le spasme laryngé, la dyspnée aiguë sur spasme laryngé, donc problème de corde vocale, ça va être un stridor. D'accord? Donc votre clinique, ça va être un stridor. Qu'est-ce que l'origine de la paralysie des cordes vocales ou de votre spasme laryngé, il est, vous pouvez faire la littérature, il y en a plein. Mon attitude, c'est ce que j'ai dit à un moment dans la présentation, mon attitude, si on a un stridor, que ce soit aigu ou chronique, qui ne répond pas à l'adré et qui ne répond pas à la dexaméthasone, à ce moment-là, il faut s'asseoir. Première chose à faire, c'est une fibro. Il faut une fibro dans l'oreille. Il doit aller voir ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Moi, j'ai 3 cas comme ça. Il y en a un, c'était une tumeur de la fosse postérieure. Il y en a une autre, c'était un Guillain-Barré. Et il y en a une autre, c'était un botulisme. Et les trois, la symptomatologie qui prédominait, qui ont fait qu'ils ont consulté le médecin traitant ou les urgences ou le pédiatre, c'était un stridor. Donc, le stridor qui ne répond pas, ou on pense que c'est une laryngite qui ne répond pas, et que ça fait 3 semaines qu'il est sous pulmicorte ou des choses comme ça, et que ça ne va pas, et que c'est on-off un peu comme ça, celui-là, il doit être exploré. Il doit avoir une exploration, 1, ORL, et 2, après, ben, en fonction des points d'appel, s'il a une perte d'acquisition neurologique, et ben, il doit être scanné, etc., etc., quoi. Voilà. Donc, une autre question. Si ça répond à la question. Oui. Oui, un grand, oui. Ouais. Oui. Ouais. 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 Ça, à nouveau, donc ça, c'est un cas particulier où il y a quand l'enfant commence à être pas bien, il a une asynchronie de ses cordes vocales et de sa respiration. Et donc, à chaque fois qu'il va vouloir essayer de respirer, ça se ferme, il n'y a rien qui rentre, et donc il fait un collapsus brutal. Donc, en fait, il est arrivé intubé, on ne savait pas ce que c'est, on est parti sur des théories et tout ça. Et en effet, bon, ça, c'est pas, on est dans le très rare, là. On est dans le très rare. Donc, une question de Marcel Toll. Dans la bronchiolite, la place oxygénation par cloche. Ah, alors l'oxygénation par cloche, c'est d'un ancien temps, je pense. En tout cas, je pense que non. Alors, je pense que l'oxygénation par cloche, si je me souviens bien de ce que c'est à peu près 30 ou 40% des FiO2. Plus, on peut monter. Ouais, on peut monter. Bon, on peut monter jusqu'à 90%. C'est comme un masque à haute concentration, 12-15 litres. Moi, j'ai vu ça du temps où j'étais tout début jeune assistant chez les nouveau-nés en salle de naissance ou en néonat. Bah, c'est pas pratique enfin, l'enfant se retourne, il n'est pas libre, la cloche, alors on préfère les positionner surélevés, alors faites tenir une cloche à 30 ou 45 degrés. On a des lunettes simples, vous mettez des lunettes simples
2-3 litres, on peut monter max à 4 litres. Si jamais ça ne va pas, probablement qu'il est plus difficile à respirer, qu'il ne fait pas rentrer suffisamment d'air et qu'il faut une ventilation non invasive. Si vous mettez un masque à haute concentration ou une cloche à un nourrisson qui a une bronchiolite, appelez quelqu'un qui puisse mettre une ventilation non invasive parce que c'est probablement ça qui va l'aider pour mieux ouvrir ses voies aériennes. Merci Thomas pour la réponse. Une autre question, donc dans le syndrome de pénétration de l'enfant, en SMUR, y a-t-il une indication à le ramener à l'hôpital si le problème aigu semble réglé? La première chose, c'est la confiance qu'on a aux parents ou pas, hein, déjà. Le milieu, toujours les enlever des milieux hostiles, hein, ça c'est toujours important. Logiquement, il faut qu'ils puissent, si les parents disent qu'il a bien recraché ou si les parents disent qu'il a bien recraché, qu'on a repêché le morceau qui est sorti, oui. Si par contre il garde de la toux, il garde une altération de l'état général ou que à l'examen clinique il n'est pas bien, moi je pense qu'il faut le ramener et qu'il soit surveillé. Ils peuvent faire des surinfections, ils peuvent développer différentes choses. S'il est vraiment parfait, il faut donner des consignes de surveillance précises, éventuellement leur dire d'aller voir le médecin traitant dans les 24-48 heures si c'est consulté. Je n'ai pas de checklist précise, j'avoue, pour les smuristes pour ça. Mais au moindre doute, je pense qu'il vaut mieux quand même le faire revenir pour pouvoir le surveiller quelques heures aux urgences. On connaît un peu la salle d'attente, enfin voilà et tout ça, juste pour être sûr qu'il ne se dégrade pas secondairement. Mais il faut vraiment être sûr que ça ait pu être sorti, quoi. Voilà. Est-il d'autres questions dans l'assistance? C'est le signe que la présentation a été super claire, hein. D'ailleurs, on a plusieurs commentaires qui remercient vraiment pour la qualité de la présentation.